Comme le 31 octobre 2025, chers téléspectateurs de Gandhi Malian TV et d'African TV, recevez nos salutations comme d'habitude. Aujourd'hui, nous abordons un thème. D'ailleurs, nous avons effleuré ça l'émission précédente. Il s'agit du thème portant sur la crise des carburants orchestrée par certaines puissances. Mais quand nous voyons les médias mainstream essayer de, souvent en nous lisant à titre que les génies essaient d'imposer un blocus à Bamako et puis au Mali. Chers téléspectateurs, c'est un mensonge monstrueux. Et Génim n'existe pas sans la junte française et la junte algérienne. C'est en réalité une agression perpétrée, orchestrée par l'Algérie et la France. Mais pour décrypter cette actualité, nous avons fait appel à nos trois experts maison. Et avec eux, nous allons essayer de comprendre, d'abord recevoir, acquérir leur impression de l'arrivée de ces grands convois dont les médias mainstream ont essayé de faire taire. Et ensuite, nous allons essayer de découvrir aussi l'approche de l'AES parce que les pays de l'AES aussi sont arrivés aux côtés du Mali et il y a aussi la Russie qui a dépêché une délégation aux côtés du Mali. Docteur Mamadou Sila Traoré, bonjour et bienvenue. Monsieur Issa Diawara, communément appelé le général, même s'il n'a pas de galon de général. Ah bon? On attribue ça par complaisance. Ok. Bonjour à tous mes co-débatteurs. Monsieur Touré, que j'ai bien aimé depuis les premiers abords, un véritable intellectuel qui a beaucoup de cordes dans son arc. Et je ne peux pas en passer vraiment sans pour autant saluer et remercier mon co-débatteur, M. Koulibaly, ancien doyen à la retraite. Malgré son programme hyper chargé, il a toujours répondu oui à la demande de Gandhi Malian Télé pour participer à cette émission qui, à mon avis, est en train d'éclairer la lanterne de beaucoup de Maliens, de beaucoup de panafricains. Et avant de retourner la parole au général, j'ai une pensée pieuse pour tous les peuples opprimés du monde qui n'ont jamais demandé autre chose qu'à disposer d'eux-mêmes, qu'à vivre dans la liberté et voilà, et sur lesquels souvent le prix à payer c'est le sang. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Professeur Touré, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci le général. Moi, c'est son slogan chez moi, c'est quand un général s'engage. Ça me rappelle quand il avait fait le convoi du voyage sur le Burkina pour soutenir les idéaux de Thomas Sankara. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ce titre de général, c'est un ancien titre et c'est méritant. Hein. C'est vraiment méritant. Merci. Merci beaucoup, professeur Touré. Un ami de longue date et un compagnon de longue date surtout. Doyen, bonjour. Bonjour Diawara, bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour à tous les travailleurs de Gandhi TV. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent quotidiennement, tous les jours que nous faisons cette émission. Et surtout Fatou Doucouré qui est aussi experte que nous, sinon plus experte que nous dans ses analyses. Merci beaucoup, doyen. Comme d'habitude, droit de naissance oblige. Nous restons avec doyen pour essayer de découvrir un peu les impressions que le doyen a eues parce que nous avons suivi ensemble l'arrivée du plus grand convoi depuis le début de cette crise des carburants, un convoi de plus de 300 camions. Doyen, sans doute, nous avons vu des images, des vidéos. Quelles ont été vos impressions à l'arrivée de ces convois? Parce que le convoi est arrivé un peu tard dans la nuit ici à Bamako. Vos impressions, c'est plus de 300 camions quand même citernes. Escorter ça, ce n'est pas une chose aisée. J'ai eu l'impression d'une montée en puissance dans ce domaine aussi. Ok. Parce que les premiers pas ont été difficiles. Il a fallu mettre en place tout un système. Il faut huiler les rouages. Je crois que de plus en plus, ils sont en train de maîtriser la situation pour qu'on puisse arriver à une meilleure utilisation du carburant et surtout à ravitailler tout le monde dans de bonnes conditions. En fait, nous sommes en train de sortir de la crise. Ce que je voudrais juste ajouter,
je ne sais pas si vous savez, c'est l'appel de certains Occidentaux ou Américains à quitter le pays. Effectivement. Qui doit être quelque chose à prendre au sérieux. Peut-être si vous revenez dessus, je donnerai mon impression surtout sur ça. Non, nous serons heureux d'avoir d'ailleurs votre impression là-dessus. Mais pour ce qui concerne l'arrivée des 300 camions, je pense que de plus en plus, il faut évoluer vers la réduction du temps entre les convois. C'est ce qui peut permettre de sortir de la crise. S'il y a 300 camions aujourd'hui et que dans moins de 3 jours ou 4 jours, il y a 300 autres camions, au besoin, il faut louer des camions, des citernes avec les pays étrangers pour qu'on puisse sortir de cette situation, ravitailler la population suffisamment, en même temps constituer un stock de sécurité en carburant pour qu'on puisse pérenniser la sortie. Ça, c'est ce que moi, je peux dire pour un premier temps. Maintenant, en ce qui concerne l'appel des Occidentaux à sortir du pays, ça peut être un simple principe de précaution. Mais à mon avis, ce principe de précaution n'a pas été appliqué du temps où 80% du territoire a été pris en otage. Et donc, j'aurais compris en ce moment qu'on ait fait sortir les étrangers, on a appelé les étrangers des pays étrangers de chez nous, ceux qui sont chez nous, de sortir, parce qu'en ce moment, c'était vraiment chaud. Et donc, si c'est un principe de précaution, ça vient trop tardivement. Et donc, ça a l'air plutôt d'une exagération, d'une amplification qui vient s'ajouter à la crise créée par les terroristes. Et c'est en cela que moi, je vois qu'en fait, en faisant cela, ils sont en train d'amplifier la situation. Mais ce qu'ils oublient, et peut-être qu'ils ne s'en sont pas souvenus, c'est leur caractéristique. Ils ne se souviennent pas de ce que nous, on peut faire. Vous avez vu le cas de Air France, qui a décidé tout de go d'arrêter la destination Mali. En réponse, on l'a mis à côté. Et donc, si aujourd'hui, on appelle les ressortissants des pays étrangers à sortir de chez nous, OK, c'est tant mieux, on ne va pas leur barrer la route, mais pour revenir, on peut leur barrer la route. Voilà, ça c'est une possibilité, je voulais juste l'ajouter. Merci beaucoup. Docteur, vos impressions? 300 camions citernes. Oui, mes impressions sont toutes bonnes parce que le problème, il est très bien posé. Et cette fois-ci, les plus hautes autorités sont en train de mettre main et pied là-dedans pour nous faire sortir de l'ornière. Et ça, c'est à saluer. J'ai vu particulièrement l'intervention de Monsieur le Premier ministre, son Excellence Maïga, s'entretenir avec les chauffeurs routiers, avec tous ces mondes-là qui sont impliqués dans la gestion de la crise, y compris son appel à la population. Donc, comme le doyen a eu à le dire, le problème du carburant au Mali est un problème qui a été très bien posé. Donc, un problème posé doit avoir une solution radicale définitive. Et on doit apprendre de nos leçons. Et c'est ce que je dis et je répète, le Malien n'a pas ça encore dans la tête, d'être, plus préventif que d'être dans la, dans la réaction. Et je pense qu'avec cette arrivée et d'autres arrivées de plus en plus, vraiment, nous aurons gain de cause. Parce que c'est des situations qui nous ont été imposées. C'est la première fois dans le monde que de telles choses arrivent à un État, quoi. Et ils sont allés vraiment, ils ont durci les choses. Sinon, je vois un commerçant qui a son camion citerne et qui part chercher, les produits à l'extérieur du Mali, l'importer et les vendre. Lui, il est dans ses droits. Et vouloir engager des écervelés, un camion citerne, quand même, ça coûte cher. Les écervelés qui n'ont ni loi ni foi et tirer sur le camion des gens, en voyant brûler cela, vraiment, ça fait mal, atrocement mal. Et moi, en tant que bon croyant, en tant que musulman, je sais que le karma existe. Les auteurs, les complices et tous ceux qui sont en train de faire pour mal là, ils paieront devant Papa Bon Dieu un jour.
Le Mali ne les a rien fait, au contraire. On a été tout le temps exploité. On nous a dit toutes sortes de choses, toutes sortes de langages. On nous colore souvent en bleu, on nous colore en rouge. Vous voyez, le Mali était un pays comme ça, comme ça. Et pourtant, on devient leur convoitise. Vous voyez derrière moi ce que le doyen a dit, les États-Unis. Voyez-vous, en si peu de temps, les États-Unis ont tenté 2 ou 3 langages comme ça, quoi. Moi, ça me rappelle exactement, étant médecin, une maladie en psychiatrie qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive. Il est tantôt maniaque, il est tantôt dépressif, ou bien il est au milieu. Souvent, il danse, il rit, il est gai, automatiquement, il change d'humeur. Donc, les États-Unis, leurs décisions, c'est comme ça, souvent, c'est au gré de leur humeur. Je ne sais pas si c'est des décisions même bien réfléchies. Et c'est eux qui disent maintenant, bon voilà, quitter le Mali, il y a ceci, il y a cela. Que les gens se calment. Ce qui est sûr, ils ont dit cela, mais nous aussi, nous sommes sur le qui-vive, quoi. Et on va voir, on prie le bon Dieu pour que le bon Dieu nous préserve de beaucoup de choses. Le Mali était un pays d'accueil, un pays vraiment d'hospitalité, un pays où on s'aime, où il y a l'amour. Je dirais même le meilleur pays au monde socialement. Donc de telles choses ou bien de telles intentions dirigées contre nous. Monsieur Touré, nous revenons vers vous pour avoir aussi vos impressions sur l'arrivée de ces 300 camions citernes. Et d'ailleurs, les doyens peut-être anticipés. Nous avons vu certains pays occidentaux essayer de produire le même communiqué, appelant les ressortissants à quitter le territoire malien. Nous ne savons pourquoi. En tout cas, nous sommes au Mali ici, et puis nous pensons que les choses commencent à s'améliorer aussi. Mais vos impressions, M. Touré? Ok, merci bien. Donc, moi, je crois que le score des 300 citernes-là se révèle à 2 niveaux. D'abord, ça montre le professionnalisme et l'engagement de nos forces de l'ordre et de sécurité, qui nous ont montré qu'ils sont à la hauteur. Parce que scorter 300 citernes avec de l'essence... Sur plus de 400 km. Sur plus de 400 km, ce n'est pas donné à n'importe quelle armée de le faire. Il faut être professionnel, engagé et avoir vraiment les moyens de pouvoir le faire. Sur le plan matériel, sur le plan intelligence. Et moi, je crois que c'est ce qui a même influencé ces Occidentaux à demander à leurs ressortissants de quitter parce qu'ils ont compris que le Mali ne peut plus tomber. Parce que des gens qui ont pu scorter du carburant pour venir ici, ce n'est pas des gens qui ne peuvent pas se criser. Donc, apparemment, ils vont rappeler leurs ressortissants, c'est pour changer encore de mode d'opération. Donc, moi, je reviens encore sur ces 300. Je dis que c'est vraiment un grand coup que l'armée malienne a montré à ses détracteurs. Parce que eux, comment scorter même un seul véhicule de carburant, je sais combien de fois ils prennent ça au sérieux parce qu'ils savent que c'est très facile d'enflammer. Et lorsque le Mali arrive à scorter 300, je te dis que c'est vraiment un grand coup de chapeau. Et ça montre que déjà, comme Koulibaly l'a dit, que ces gens-là vont échouer dans leur opération de couper le Mali de carburant parce que l'armée a pu faire le plus grand coup et cette stratégie va nous permettre de ravitailler régulièrement, en tout cas normalement, le pays. Mais encore, là où il faut revenir, je dis que la population doit continuer à observer, à appuyer nos forces de défense et de sécurité et les accepter dans leur démarche par une bonne utilisation de ce qu'ils amènent comme carburant. Parce que ça aussi, ça va aider nos forces de... C'est la prochaine question d'ailleurs, mais nous pourrons vous laisser terminer. Peut-être vous parler de l'escorte de tous ces camions, un exploit, chose qui n'est pas donnée à toute armée. Mais à la tête de cette opération, l'état-major du Mali a fait confiance à un homme. Sans doute vous avez à le fréquenter. Oui, le général Famouké, il était à Gao. Et pour nous, Famouké Kamara. Famouké Kamara, oui, on connaît sa valeur intersecte, sa valeur intellectuelle, sa valeur militaire. Et sinon, je pourrais vous dire que la stabilisation même de la région de Gao, Kidal et Tombouctou a commencé par lui. Et je me rappelle quand on nous l'a présenté en tant que société civile de résistance au niveau de Gao, tout de suite sa collaboration a été facile.
Et je sais que la zone géographique qu'il couvre aujourd'hui, si les hommes se mettent à sa disposition, et de façon, parce que c'est un très grand intellectuel, hein, c'est un très grand, plus d'être militaire, mais c'est un intellectuel tout fait, parce que pour ces opérations, il faut être aussi intelligent. Il n'y a pas que les armes, les avions et les drones qui peuvent le faire. Il faut avoir de la matière intellectuelle aussi pour gérer tout ça. Et je crois que cet homme qu'ils ont mis à la tête, sans nul doute, va réussir cette opération. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a réussi à faire venir 300 citernes. Et je vous dis, 300 citernes, en termes de feu et de possibilité de destruction massive de ceux-mêmes qui l'accompagnent, le risque est très élevé. Le risque est très très élevé parce que imagine 300 citernes alignées sur combien de distance, tous remplis de carburant, et face à des hommes qui sont prêts à tout détruire, et que ces 300 puissent rentrer, vraiment, ça montre qu'un homme sérieux, un homme intellectuel, un homme vraiment, un patriote, était vraiment à la tête de cette mission. Et cela est un grand coup, hein. C'est un grand coup pour nos détracteurs, comme je l'ai dit. Et ils ne pensaient jamais que le Mali avait une armée qui était capable d'arriver au bout d'une telle mission. Merci. Et champion, ce commandant de l'opération Fouga Kene. Doyen, nous revenons vers vous parce que nous constatons, c'est fait, c'est réel. Il y a toujours des queues, il y a des rangs au niveau de certaines stations-service. Nous revenons vers vous, doyen, pour essayer d'évaluer un peu la gestion de cette crise. Parce que l'émission passée, nous avons eu à faire beaucoup de propositions. Malgré tous les carburants qui arrivent, nous continuons de voir, en tout cas, par endroit des rangs au niveau de certaines stations-service. Votre évaluation? Bon, l'évaluation, c'est que c'est le rythme de ravitaillement des escortes qui va diminuer la pression. Ça, c'est le premier point. OK. Mais en attendant, il y a des mesures qui avaient été annoncées, il faut les respecter scrupuleusement. Premièrement, pas pas question de servir dans des bidons ou dans des fûts. Or, on en voit tous les jours aux abords des stations. On voit, moi-même, j'ai vu même des gens, puisqu'on avait interdit les bidons, ils amènent carrément les groupes électrogènes pour pouvoir se ravitailler. Mais j'ai vu le lendemain, près de chez moi, il y a une station. Non loin de la station, quelqu'un qui a déversé le contenu d'un groupe électrogène dans un bidon. Et donc, pour s'en servir autrement. Donc, il faut absolument qu'on arrive à interdire les bidons et les groupes électrogènes. Deuxièmement, et pour y arriver, il faut contrôler l'essence au moment où la station arrête de servir, pour savoir le stock qu'il y a. Et le lendemain, les mêmes inspecteurs reviennent avant qu'on commence pour savoir quel est le stock. C'est la solution, une des rares solutions qui peut permettre de savoir qu'entre-temps, au moment de la fermeture, au moment de l'ouverture, il n'y a pas eu d'extraction de carburant pour en faire autre chose. Moi, j'ai même vu ce qu'ils appellent les katakatani avec des barriques. Les tricycles, là. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faut? J'ai vu des gens avec 7 bidons attachés de les motos chinois, là. Mais il faut absolument maîtriser cette situation. Deuxièmement, ceux qui ont un peu de carburant, on leur fait perdre du carburant. Les embouteillages leur font perdre du carburant. Les embouteillages, ça consomme le carburant. Donc, ceux qui cherchent du carburant, ils vont s'agglutiner au port des stations. Ils empêchent les autres de passer et qui vont en même temps dépenser 2 fois plus de carburant pour aller à leur lieu de destination. Et donc, il faut arrêter ça. Comment arrêter? Moi, à mon petit niveau, il faut arrêter les doubles fils ou les triples fils aux abords des stations. Une seule file, même si ça doit prendre 5-6 km, c'est mieux que d'agglutiner des véhicules sur 3 fils. Ça rétrécit le passage. Et quand ça rétrécit le passage, ça crée des embouteillages. Et quand ça crée des embouteillages, ça crée à ceux qui ont le peu de carburant une surconsommation. Donc, il faut arrêter ça. Il faut qu'on enlève les fils. Une seule file, ça suffit. Et une seule file, ça va venir rapidement.
Mais ceux qui sont dans la file, il y a d'autres qui viennent, qui vont faire une double file, d'autres qui vont faire triple file, ils finissent par prendre tout le goudron. Et donc, ça, c'est des précautions que moi, je souhaite ajouter. Je ne sais pas si c'était la question. Oui, c'est bien ça. Voilà. Parce que nous essayons d'évaluer aussi la gestion de la crise, si ça peut aider les autorités à améliorer la situation en tout cas. Et professeur Touré, je reviens vers vous. Les doyens ont fait cas des bidons, des barils que les gens essaient de remplir. Est-ce qu'il ne faut pas craindre ces marchés noirs qui sont en train d'être développés aussi parallèlement? Oui, à ce niveau, moi je dis qu'il faudra que la population aussi comprenne qu'elle a une responsabilité dans la gestion de la crise. Parce que jusqu'à un certain niveau, certainement, les autorités ne veulent pas mettre trop de pression, vu déjà la rareté de ce produit, qui est très important dans le développement, dans les activités déjà. Certainement, les autorités veulent se priver de faire certaines pressions pour éviter qu'il n'y ait trop de pression autour de la population. À ce titre, la population doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer, qu'elle a vraiment un rôle à jouer dans la gestion de cette crise, dans la gestion du carburant. Et c'est pour revenir un peu et dire, par exemple, hier, à Gao, pour te dire, les commerçants du carburant là-bas ont voulu augmenter sur le prix. La population est sortie pour leur dire, stop, il n'y a pas de crise chez nous, vous n'augmenterez pas le prix de l'essence parce qu'il n'y a pas de crise et vous n'allez pas généraliser cette crise-là au Mali. Le gouverneur était là-bas, les autorités, tout le monde. Donc, je crois que Bamako doit aussi comprendre cet état de fait. Il faut que les Bamakois diminuent dans cette grande pression d'obtention de carburant pour qui, aujourd'hui, le Mali est victime de l'extérieur. Donc, c'est à nous d'arrêter certaines pratiques parce qu'il y a d'autres qui cherchent à s'enrichir. Ce n'est pas le moment. On ne peut pas s'enrichir dans une période de crise. Nous, on l'a vu et je le répète encore pour les gens de vers là, qu'ils comprennent, tout individu, toute personne qui s'enrichit en période de crise finira toujours malheureux. On a vu le cas chez nous. Tous ceux qui se sont fait des millions ou des milliards à travers cette crise, aujourd'hui se retrouvent malheureux. Parce qu'au-delà de tout, il faut comprendre que c'est des êtres humains, c'est des fils du pays qui mettent leur vie en danger pour amener le peu de carburant qu'ils arrivent à faire venir. Aujourd'hui, faire venir 300 citernes, est-ce qu'on imagine un peu le sacrifice que ces militaires ont consenti pour faire venir cela? Maintenant, à la population, à la réception aussi, de comprendre qu'il y a une façon de gérer, qu'il y a une solidarité qu'il faut développer. Empêcher de prendre pour prendre. Il faut prendre du carburant. Parce que moi, je sais que le carburant qui arrive aujourd'hui, et même le rythme, c'est pourquoi, quelque part, je ne suis pas d'accord avec Koulibaly quand il dit qu'il faut... Non. Ils ravitaillent suivant un rythme de sécurisation des convois. En une semaine, on a eu déjà trois convois. En une semaine, déjà 3 convois. Je crois que c'est déjà une quantité importante. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui font du stockage inutile pour créer cette crise, pour que le prix du carburant puisse augmenter parce que d'autres pensent que c'est une opportunité pour se faire de l'argent. Maintenant, à la population encore de comprendre qu'il faut aujourd'hui utiliser le carburant au besoin. Ceux qui ont des motos, ils cherchent leur carburant pour les motos. Et nous avons dit même, demandé même à l'État de mettre carrément les transports publics en contribution et d'arrêter même les véhicules personnels si c'est possible. Pour que cette situation-là, parce que faire venir du carburant, je le répète encore, c'est transporter une bombe sur sa tête et traverser une zone de turbulence. Oui. Donc, il faut que la population comprenne et qu'ils arrêtent tout de suite les pratiques que Koulibaly vient de citer. Mais ce n'est pas honorable. Que nous-mêmes, nous soyons à la base de notre propre destruction. C'est ce que ça veut dire. Le peu de carburant qui vient, je crois que les gens doivent tirer une solidarité entre nous. Et qu'autour de cette solidarité, que les gens arrivent à utiliser ou à prendre du carburant au besoin. C'est pourquoi quand vous constatez d'ailleurs, les rangs ne terminent pas. Parce que les mêmes gens qui prennent du carburant vident à côté et se retournent encore dans le rang. On a l'impression que la station n'est pas en train de servir et qu'il y a du carburant qui ne rentre pas. Donc ça, c'est des impressions, en tout cas, c'est des erreurs qui reviennent à la population. Et j'ai dit, face à une crise, autant que l'État
autant que chacun d'entre nous a une responsabilité à jouer pour dénier, pour apaiser cette crise-là. Sinon qu'à temps normal, les stations, il y a même des stations qui ne trouvaient pas 1 litre d'essence à vendre par jour. Donc si aujourd'hui cette situation se pose, il faudra qu'on soit quand même très intelligent à pouvoir gérer et à ne pas nous mettre dans le jeu de ces terroristes-là qui sont en train de détruire leur pays parce qu'on leur propose de l'argent. Parce que ça revient aux mêmes activités. Prendre le carburant que l'État, que l'armée amène au risque de leur vie et que des gens viennent prendre ce carburant, aller stocker, revendre et venir revendre le litre à 5 000 francs à la population. Moi, je me demande quelle est la différence entre toi et le terroriste qui cherche à brûler nos camions. Ok, cette question, on va la poser à Dr Traoré. Parce que lui, Oui, en les voyant, je pense qu'il est capable de faire ça aussi. c'est l'apanage des Jawara. Ah, ok. Heureusement, je te laisse comme ça pour ton grand-père, là, Damanglé Jawara, pour tout ce que lui il a fait pour le Mali. Il est le plus bon de tous les Jawara. Merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle ici chez nous les Sinangouya. Ouais, Nulle part ailleurs au monde ça n'existe. On s'en glorifie. merci. Cette situation-là, je l'avais dit la semaine passée. C'est-à-dire, souvent, être malien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un CV extraordinaire, quoi. Parce que le Malien est capable de tout. J'ai l'impression qu'on joue dans un club de football et qu'on marque contre son propre camp. Le temps qu'on est en train de vivre aujourd'hui est un temps très difficile. Face à cette difficulté emmerdante, tout le monde est concerné. Il y a certains qui vivent du malheur des autres. Comme mon co-débatteur vient de dire, ils vont remplir leur véhicule, ils vont Allez vider ça quelque part et revenir. Et souvent, les stations-service qui doivent assurer la vente, si les commandes viennent, ils ont des citernes d'essence, ils vont garer, ils vont mettre les produits, ils mettent dans leur cuve un seul citerne. Donc, je disais que si on prend un peu l'exemple de Taka dans la zone de Gao, où aujourd'hui les autorités ont pu sous-traiter l'exploitation de l'or, de nos ressources là-bas, et l'armée malienne est en train de sécuriser la zone, mais ça va être au bénéfice de la population. Parce que désormais, ça va créer de l'emploi sûr. Et les jeunes qui se retrouveront souvent sous le commandement de ces terroristes vont avoir de l'emploi, désormais ils n'auront plus besoin d'eux. Donc je dis que c'est à ce niveau que la population aussi doit comprendre qu'ils ont une mission lorsque l'État est mis en difficulté. Parce que nous sommes face à des gens très puissants et qui passent par tous les moyens pour nous briser. Donc si la population contribue à accentuer la crise de l'intérieur, ça va être très difficile à nos autorités à pouvoir nous aider, à pouvoir nous sortir de cette situation. Parce que beaucoup le disent, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui voulaient vraiment le bonheur pour eux seuls, il suffisait juste d'accepter certaines propositions et tout de suite, ils ne vont plus avoir de problème. Donc c'est pourquoi je dis, docteur, qu'on doit aller vers plutôt la moralisation, la sensibilisation de la population, à comprendre et à accepter être auprès de ses autorités. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Et voilà, et ça c'est une vue de l'esprit du professeur Touré. Oui. Oui. Comme on dit en Bamananga, comment tu étais ban. Oui. C'est-à-dire quand on lance une vérité, ça peut être interprété de plusieurs manières. Oui. Moi, je suis plutôt pour la sanction, lui, il est pour la moralisation. En tout cas, tout ça, c'est bon. C'est pour parvenir au même résultat. Au même résultat. Parce qu'il ne faut pas aussi moraliser simplement pour le fait simplement de moraliser. Il faut que ceux qui sont sujets à la moralisation doivent comprendre l'enjeu même de la chose. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est des choses qui sont difficiles souvent à comprendre du côté du Malien. Je dis qu'on ne doit pas jouer dans notre équipe et marquer contre notre camp. Voilà, tout ça là, ça se ressemble. Voilà. Doyen a quelque chose à ajouter? C'était Oui, sur la gestion. Toujours sur la gestion. Oui. Bon, Touré, c'est vrai, les discussions sont faites pour qu'on puisse regarder les points sur lesquels on n'est pas d'accord. Moi, j'applique un principe économique.
Ok. Le marché, c'est l'offre et la demande. Et quand l'offre est 2 fois, 3 fois supérieure à la demande, ça fait, c'est juste économique. Mais moi, je demande qu'on accélère le rythme pour plus vite sortir en inondant le marché avec du carburant. Et donc, mais pas au détriment des positions, pas au risque de dégarnir les positions de l'armée à l'intérieur. Ça, c'est pas ce que je demande. Ok. Maintenant, oui, pour la stabilité, il est clair. Il faut que le Malien comprenne qu'un piège qu'on vous a attendu comme ça, du jour au lendemain, on n'en sort pas. Oui. Il faut s'asseoir, discuter, mettre en place des systèmes pour essayer d'éradiquer le phénomène. Et ça prend un peu de temps. On est trop impatient face à des situations qui demandent réflexion, prudence et agissement avec opportunisme. Ok. Professeur Touré, je reviens vers vous. Nous constatons que de plus en plus, depuis cette crise des carburants, certes, les populations souffrent un peu, mais les autorités sont en train de trouver des solutions. Mais ce que nous remarquons aussi, et qui est vraiment une évidence, c'est que de plus en plus des terreaux perdent la vie. Nous éliminons chaque jour, on entend des communiqués de l'état-major. Si ce n'est pas vers Kolondjeba, c'est vers Zégoua. Et récemment, c'était dans la forêt de Baoulé, c'est-à-dire entre Negela et Sorebougou. Presque tous les jours, des terroristes sont éliminés massivement. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir ça aussi comme un piège qui se retourne contre les terroristes et leurs sponsors? Ok, je crois que c'est toi-même que je suivais dans une de tes émissions où tu dis que, je crois bien, hein, que c'était toi, que ceux qui s'attaquent à ces citernes sont spécialement formés et mis à disposition pour ça. Oui. Je crois que c'est bien toi. Donc, c'est pour venir un peu pour te dire qu'en réalité, les sponsors là, ils ont plusieurs tas, plusieurs chapeaux. Quand ils vont tenter avec le carburant et qu'on va tuer tous les terroristes qu'ils ont pu utiliser, c'est une zone qu'ils vont tout simplement abandonner et aller vers un autre élément. C'est pour te dire que ces gens-là, si toutefois ils ont des gens qu'ils peuvent recruter, former pour créer une crise, ils vont le tenter. Parce que dans plusieurs domaines, les militaires maliens ont fait plusieurs victoires. En tout cas, aujourd'hui, comme on peut le constater, les camps ne sont plus attaqués. Parce qu'il y avait des gens qui étaient spécialisés uniquement à attaquer les militaires dans leur camp et à prendre des armes. C'était leur spécialité. Mais depuis un certain temps, ils n'arrivent plus à le faire. Maintenant, ils ont développé le blocus. Et dans ce blocus, aujourd'hui, ils sont sur le carburant. Il y a des jeunes qu'ils prennent, dépourvus de tout bon sens, qui s'attaquent à ça. On va les tuer. Ils vont mourir eux-mêmes, ils sont conscients. Et d'ailleurs, leurs sponsors sont conscients qu'ils les envoient. En tout cas, l'essentiel pour eux, c'est de semer un peu le désordre. Mais leur mort, là, ils sont sûrs que ça va arriver. Mais de plus en plus, donner plus d'efforts à fournir à l'armée malienne, c'est ça la mentalité dans la chose. Et aujourd'hui, les victoires que l'armée malienne est en train de faire, en tout cas à la déroute qu'ils sont en train de faire subir à ces terroristes qui tentent un blocage du carburant, aujourd'hui, on doit être conscient de ça, mais parallèlement, il ne faut pas que l'armée pense qu'on est en train d'arriver au bout de ces gens en éliminant assez de gens, parce qu'au même moment, vous voyez qu'ils commencent déjà à demander à leurs ressortissants de quitter. Ça veut dire que peut-être que le prochain tour, c'est peut-être préparer une crise au niveau de l'administration. Donc, il faut demander à leurs ressortissants de quitter pour ne pas subir tout ça. Donc, c'est pour te dire un peu que, en tout cas, l'élément important, c'est que ces gens-là, ces jeunes qu'ils mettent à leur disposition pour ces destructions-là, il faut qu'on arrive, eux aussi, dans leur rang, à les sensibiliser. Parce que ça, je le tire une fois d'un débat, d'une discussion d'aujourd'hui du chef d'état-major. Souvent, il y a des débats, il y a des discussions avec ces gens-là qui peuvent comprendre, comme on le dit, les démobiliser. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sont dans cette logique de destruction parce qu'ils sont sûrs qu'ils sont en train de faire du bien pour la population, pour le pays, pour eux-mêmes, pour le bien-être de nous tous. Alors que les gens qui les utilisent, c'est uniquement pour créer et accentuer la crise. Donc, on ne souhaite pas que ça soit uniquement sur le plan de l'élimination physique. On souhaite que ces gens-là
qu'on arrive à récupérer et à réutiliser ces mêmes gens pour rééduquer un peu et stabiliser cette situation-là. Parce que eux déjà, ils savent jusqu'où on leur demande d'aller en termes de destruction. Mais ce qui les manque, c'est qu'ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Il suffit qu'ils aient ça pour comprendre et retourner l'arme contre leurs sponsors. Doyen, mettre en place une stratégie de communication, selon le professeur Touré, pour pouvoir atteindre, démobiliser peut-être ces gens qui sont manipulés contre le Mali. Vous qui avez peut-être un côté militaire, je sais que vous n'avouez jamais ça publiquement, mais vous êtes un inspecteur de la douane à la retraite. Inspecteur de la douane, mais pas un ancien militaire. Mais vous êtes des paramilitaires. Paramilitaire à la limite. Donc un côté militaire un peu. On retrouve le mot. Un colonel. Un colonel. Un colonel de la douane. Ah, ok. Merci beaucoup. Doyen, pour vous, il faut continuer avec cette méthode, c'est-à-dire les neutraliser, parce que nous savons qu'ils vont venir nous attendre aux abords des routes. Il faut continuer d'apporter ces résultats, ou il faut aussi parallèlement mettre en place cette stratégie de communication proposée par le professeur Touré pour essayer de débaucher dans les rangs. Les 2 ou même 3 solutions sont possibles. Ok. Première solution, il faut transformer les convois de carburant en pièges qui se referment sur eux. Ok. Puisqu'ils sont attirés essentiellement par, ils veulent détruire, c'est sur des points bien déterminés, une route bien déterminée. Et donc, le piège est facile à atteindre parce que tous les abords de 2 ou 3 km ou 5 km sont surveillés et c'est plus difficile. Ensuite, il y a une chose que l'Algérie a pratiquée, c'est plus près de nous, on l'a vu. Il faut continuer à décimer jusqu'au moment où eux-mêmes ils prendront conscience de leur faiblesse et en ce moment on leur tend la main. Ça, c'est la deuxième alternative qu'on a. La troisième chose, c'est la communication. Okay. Cette communication peut se faire sur 2 points. Première communication, c'est sur la logique. Est-ce qu'eux, ils pensent qu'ils vont prendre le Mali et venir s'asseoir et gouverner le Mali dans cette optique-là où ils sont? Ils ne peuvent pas. Non, ça c'est exclu. Ils comptent sur quoi? Ils comptent sur un mouvement intérieur. Et plus la population va se montrer réfractaire vis-à-vis de ces gens-là, plus ils seront découragés parce qu'ils n'arrivent pas à soulever le peuple. Et peut-être même à soudoyer une partie de l'armée. Et sans ça, ils ne pourront rien faire. Ensuite, il y a une autre communication. Je l'ai dit ici la dernière fois. J'ai vu un communiqué du Haut Conseil islamique qui m'a beaucoup fait plaisir. Et je disais qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je l'avais dit, il faut une communication spécifique, braquée, parce qu'ils agissent au nom du Coran. Les autres disent non, ce n'est pas le Coran. Et donc, on crée la confusion dans l'esprit même des musulmans. Il faut éclaircir et combattre cette idée d'agir par les armes. Et ça, c'est une stratégie de communication. J'espère que nous, religieux, parce que je représente l'Église catholique, on va déconstruire ces narratifs qui font florès sur les choses et avec lesquels on est en train d'entraîner des enfants dans cette affaire-là. Mais l'autre côté, ce que Touré dit, c'est vrai, il faut sensibiliser, il faut moraliser, mais il ne faut pas oublier d'où parle le Malien. Nous sommes trop détruits, trop antipatriotiques pour que la sensibilisation, c'est vrai, mais elle va prendre beaucoup de temps. Beaucoup plus de temps qu'il n'est peut-être qu'on ne le pense. Pour sensibiliser quelqu'un qui est habitué à aller prendre des gains faciles, tirer sur les autres, voler les animaux. Ça, pour le dissuader, il faut que ça va prendre beaucoup plus de temps. Il faut les bâtons, quoi. Il faut d'abord le bâton qui lui fera peur, qui sache qu'il y a un retour de bâton. Une fois que tu attaques, tu peux t'exposer. Et là, maintenant, ça sera accompagné d'une sensibilisation par les autorités religieuses pour déconstruire ces arguments, ces argumentaires. Ok. Vous savez, je voulais juste, Koulibaly, ajouter un élément. Allez-y. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire, en réalité, dans l'esprit des musulmans, il n'y a aucune confusion. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils ne sont pas en train d'agir en faveur du Coran.
tout ce qu'ils sont en train de dire n'existe nulle part. Les musulmans le savent et je crois que les marabouts ont toujours communiqué. C'est pourquoi j'avais même parlé de Shahid, parce que c'est ce qui existe aujourd'hui. Des gens qui se battent pour préserver leurs biens. Ça existe. Mais des gens qui se battent pour tuer d'autres religieux. D'autres religieux. De surcroît musulmans. Voilà. D'autres religieux pour vouloir imposer une religion, ça n'existe pas. Donc déjà à ce niveau, il faudra qu'on comprenne que leur action n'a rien à voir avec la religion musulmane. Et deuxièmement, il faut que l'on comprenne aussi que ces Occidentaux-là sont en train de nous utiliser et de nous détruire doublement. Il faut qu'on le comprenne dans cette histoire de terrorisme. Parce que c'est des jeunes Maliens qui sont en train de préparer et mettre à l'abattoir. Nous sommes en train de perdre nos bras valides comme ça. Exactement. Nous sommes en train de perdre nos jeunes qui, demain, doivent se battre pour le développement de ce pays. Et c'est eux qui sont en train d'instrumentaliser contre le pays et les mettre à la destruction du Malien lui-même. Parce qu'aujourd'hui, un militaire malien qui tue un jeune, c'est vrai, il a tué un terroriste supposé être un destructeur, mais en tout cas, quelque part, il a tué un Malien qui aurait pu peut-être cultiver un nectar qui peut faire nourrir des familles. Donc, il faut qu'on comprenne aussi cette situation à ce niveau et que l'on ne résume pas tout forcément sur la vie ou ôter la vie à ces gens, alors que quelque part, ils peuvent bien comprendre qu'ils sont en train de détruire leur propre existence. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait un grand écrivain. En réalité, moi j'ai vu, moi je ne suis pas musulman, et je suis devant un dilemme. Certains me disent c'est dans le Coran, voilà les sourates ou les versets. D'autres me disent non, ce n'est pas ça. Vous interprétez mal. Qu'est-ce que moi je peux comprendre à ça? Et il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Même mieux, je vais plus loin. J'ai vu, j'ai écouté des imams, des prêcheurs sur les antennes ici à Bamako en train de dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qui est bien. C'est ce que dit le Coran. Et vous avez un niveau intellectuel qui vous permet de comprendre. Mais il faut venir au niveau du simple. Moi, j'ai un neveu, un enfant de ma petite sœur, ils sont musulmans, mais il s'est laissé embarquer dans ces choses-là. Il n'est pas au sens propre, mais il est revenu toquer au village. Et il en est reparti, on ne sait même pas où il se trouve. Il faut ramener tout ça au niveau des esprits crédules. C'est des gens qui sont sous la drogue. Hein. En réalité, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la religion. C'est des gens qui sont drogués. Hein. Je crois que dans tous les cas, il y a une masse de personnes qui sont attirées par ces choses-là. Et l'essentiel, ce que moi je demande, il faut déconstruire. Quand je vois sur radio télévision Nour, des gens qui officiellement sont là à dire que ça est dans le Coran et que ce qu'ils sont en train de faire est prescrit par le Coran et que le jour où eux, ils pourront le faire, on le dit sur les antennes ici. Alors, il faut pas écarter, il ne faut pas balayer le problème sous la natte, il faut le sortir pour le traiter. Sinon, je sais que tous ceux qui ont un niveau intellectuel un peu suffisant ne les suivront pas. Mais il y a beaucoup d'esprits faibles qui les suivent. Et cela aussi, il faut aller les chercher. Ok. Voilà. Oui, docteur? Pratiquement, mes deux co-débatteurs là ont tout dit. Mais moi, je résumerais simplement à dire, bon, voilà, j'ai dit toujours que le problème, il est très bien posé. Effectivement, c'est deux revers d'une médaille. C'est que, comment s'appelle le professeur Touré a dit. Des esprits faibles qu'on recrute parmi la population. D'ailleurs, de passage, j'ai fait un coup de chapeau à un activiste qui intervient sur Kati 24, un jeune peul. On dit Solo Kabako. Ah, Kabako Soul. Non, lui, j'aime bien. Kabako. Soul Kabako, j'aime bien ce monsieur-là. Parce que même le message des terroristes qui circulent sur leur groupe WhatsApp, souvent quand il fait la capture de ces messages-là, il traduit ça en bamananga ou en français pour tout le monde. Et même, c'est un monsieur qui est hyperement instruit en arabe aussi, connaît bien la religion musulmane.
Et les djihadistes, ils les prennent chaque fois à leur mot. Les djihadistes, là, ça n'existe pas. Bon, Ouais, c'est des terroristes. les terroristes, Et ça, appelez comme vous voulez. c'est Voilà. un débat que j'avais eu avec le général Famou, Oui, oui. je me rappelle encore dans son bureau. Bon, Voilà. c'est- Ils ne sont pas djihadistes. Parce que quand on les dit djihadistes, on a l'impression, c'est pourquoi Non, je dis à ils Koulibaly disent- qu'en ils réalité, disent qu'ils ils ne font sont le- pas en train voilà. d'agir Oui, au nom de la religion. et ils pour disent porter qu'ils la font le religion. djihad. Bon, ils disent djihadistes, voilà. Oui, mais on ne leur prête pas. Bon, On ne va pas les leur payer terro- cette faveur-là. Pour être clair, les terroristes, ça va? Oui. Ce terme est approprié. Non, c'est ça même. Les terroristes ou les mercenaires. Les mercenaires, encore mieux. Ils ont plusieurs qualificatifs, quoi. Ça dépend de ceux qui les Mais ont. non, les deux, là, ça va. Voilà. Donc, ces terroristes-là, je reviens encore. Ces mercenaires, Oui. c'est dans la plupart des cas, dans 80%. Parce qu'ils sont en mission. Oui, Ils sont ont en été mission. envoyés, c'est des Voilà. mercenaires. C'est qu'eux, ils n'ont pas compris, quoi. Quelqu'un qui met le feu dans sa propre maison, moi, je les qualifie comme ça. Ils n'ont rien compris. Et le jour où ils comprendront, et je ne sais pas si ça sera trop tard ou pas, mais effectivement, chaque jeune terroriste qui est tué là par l'armée malienne, regardez, moyenne d'âge 18, 25 ans, à la fleur de l'âge, ils se mettent dans un combat. Ils ne savent ni les tenants, ni les aboutissants, ni les avantages, rien du tout. Et parce que c'est un certain Amadou Koufa qui dit, voilà, on doit gérer les pays avec la religion, et comment ça s'appelle, le Coran. Koufa même vit en Mauritanie. Hein? Koufa même est en Mauritanie. Bon, vous voyez des gens comme ça. Donc, l'État malien doit mettre en branle tout ce qui va contribuer à faire comprendre les problèmes. Quand les populations comprendront les problèmes, je suis sûr et certain que beaucoup ne vont pas s'engager avec eux. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où un vieux parle mais devant la mort de la dépouille d'un de ces garçons. Il parlait je ne sais pas ce qu'il se disait, mais Solo Kabako a eu à interpréter ça, quoi. Et il s'est posé la question, qu'est-ce qui t'a pris pour être dans cette chose-là? Voilà, tu t'es donné la mort, cadeau. Vous voyez que ça commence à venir petit à petit. Donc, ils doivent aussi essayer de voir dans ces milieux-là, comme les radios, les images, comment ça s'appelle, les réseaux sociaux vont loin maintenant. Utiliser tous les canaux pour encore sensibiliser davantage. Peut-être que quelques oreilles attentives vont comprendre la situation et le vent tournera en notre faveur. Ok. Donc la solution, peut-être, elle n'est pas que militaire. Il faut ajouter à ça peut-être une solution aussi pour déconstruire au moyen de, en tout cas, au moyen de communication et d'autres méthodes. Donc, nous revenons vers vous. Cette fois-ci, nous partons dans la sous-région. Sous-région, nous parlons des deux autres pays de l'Est, le Burkina et le Niger, qui ont dépêché des délégations ici à Bamako. Et ce sont des délégations militaires. Il faudrait dire clairement, sans doute, les chefs d'état-major du Burkina, du Niger étaient présents ici. À quoi pouvons-nous nous attendre dans les jours, dans les semaines à venir? Bon, c'est me demander de regarder dans une boule de cristal. Ouais, allez-y. En réalité, le Mali, je l'avais dit, c'est le point fort de l'AES sur le plan sécurité, sur le plan leadership. Parce que ça a commencé chez nous ici, ça s'est étendu aux autres. Et la présidence est ici aussi. La présence ici. Et le Mali, c'est un pays extrêmement vaste. Quand les autres peuvent faire la sécurité, améliorer leur sécurité tout en créant des usines, nous, on ne peut pas se le permettre. On se le permettra difficilement. Parce que tout le poids des attaques pèse sur le Mali. Parce que nous avons la plus longue frontière avec la plus longue frontière. 2237 km. Une armée qui s'est suffisamment renforcée dans toutes ses composantes et qui est en train de mettre à genoux le terrorisme, comme vous voulez que de cela qu'on parle. Oui. Mais en fait, c'est la tête qu'il faut couper pour espérer réduire les deux autres pays. Mais en plus, dans le fonctionnement de l'AES, moi je place ça dans ce cadre-là, il y a des comités sectoriels qui se voient tout le temps en train
d'échanger sur des points, un point ou un autre. Et peut-être, je ne suis pas journaliste pour enquêter et savoir, mais à première vue, selon la circonstance, parce qu'on est président, on assume la présidence, que les trois se retrouvent ici pour accorder leur violence sur le plan sécuritaire sans pour autant que ce soit le blocus. Ça peut être pour le blocus comme ça peut ne pas être cela. Ça peut rentrer dans le cadre des concertations des comités sectoriels qui sont installés au niveau de l'AES pour fonctionner et prendre le devant, proposer des solutions. Donc les deux sont possibles. Ok. Professeur Touré, que les chefs d'état-major des deux autres pays de l'AES arrivent à Bamako, que ce soit peut-être dans le cadre d'une réunion ordinaire, comme l'a dit le doyen, c'est-à-dire dans le cadre d'une réunion ordinaire, mais le Mali traverse un moment quand même qui est un peu, il faudrait le dire, un peu particulier, un peu spécifique. Des attaques contre des citernes, c'est presque jamais vu en Afrique ici. Est-ce que les deux chefs d'état-major viennent et n'aient pas aidé le Mali aussi à trouver une solution durable à cette situation? Est-ce que cela colle beaucoup avec l'image de l'AES? Bon, moi, je dis aujourd'hui, pour mettre à genoux le Niger et le Burkina, il faut passer par le Mali. Ça, c'est sans pourtant dire que les deux autres aussi ne sont pas importants, ils sont très importants. Mais le dispositif est toujours parti d'ici. Parce qu'aujourd'hui, la construction ou la conception de l'AES, c'est à deux niveaux. Il y a le niveau autorité, il y a le niveau adhésion population. Et aujourd'hui, il faut qu'on se dise une chose. On constate que le Mali a une population qui a beaucoup plus adhéré à l'idée de l'AES, de cette conception-là. Donc, il y a cet élément. Et l'autre élément, c'est que le Mali, aujourd'hui, est au cœur d'un dispositif régional. La position géographique du Mali, aujourd'hui, elle est très stratégique. Même au niveau de la sécurité européenne. Parce que souvent, on oublie qu'aujourd'hui, la France, l'Algérie, voire le Mali les échapper, ça met en question leur sécurité et par ailleurs toute l'Europe. Parce que je sais qu'à un moment, les Américains étaient à Gao, parce que la ligne 0 passe par là-bas. À partir de là-bas, tu as le monde en deux parties. Tu n'as pas besoin d'aller par-ci et par-là. À partir de là-bas, tu es dans les deux systèmes. Donc, ça met la sécurité de l'Europe. Et c'est pourquoi les gens pensent que les Français, c'est seulement contre les Russes. Non. C'est même contre les Américains. Ils n'aiment pas. Le Mali, là, est devenu pour eux une propriété personnelle. Même pas privée, hein, mais personnelle. Parce que aujourd'hui, le dispositif, même leur puissance au niveau de l'Europe, se joue sur leur présence au niveau du Mali. Sur le plan communication, sur le plan géostratégique, sécurité mondiale. La France joue, le Mali joue un point essentiel pour la France dans ça. Donc c'est pourquoi aujourd'hui que l'AES, que les deux autres pays ne viennent pas au chevet du Mali face à ces attaques barbares, à cette destruction, c'est s'exposer eux-mêmes. Parce qu'ils ont compris que s'attaquer au Burkina, s'attaquer au Niger ne résout pas cette situation de vouloir morceler ces pays qui s'appellent AES. Il faut s'attaquer à l'âme. Et s'attaquer à l'âme aujourd'hui, pour Bamako, c'est couper le ravitaillement de Bamako en carburant. Donc si les autorités s'asseyent pour observer ça, il faut te rassurer que demain après-demain, les populations vont se mettre en face de leur population. C'est la même chose lorsque les deux autres pays de l'AES vont s'asseoir, regarder le Mali échouer, que Dieu nous préserve, échouer sur ça. Donc, ils vont reproduire les mêmes Ils vont reproduire les mêmes choses. Et d'ailleurs, ça va être très facile pour eux. Parce qu'eux-mêmes contrôlent le pays, contrôlent le Mali, mais ce n'est pas... C'est la mer à boire. Oui. C'est la mer à boire. Et comme je t'ai dit aujourd'hui, moi je sais que si au niveau de la diplomatie, on accepte évoluer, diversifier même, parce que je me rappelle d'un de mes débats à Gao, j'ai dit, c'est vrai, on va chercher comment on appelle les Russes là,
les premiers combattants russes qui étaient venus. Wagner. Les Wagner. Officiellement, il n'y a pas eu de Wagner. Voilà, les conseillers militaires russes. Voilà, les conseillers militaires russes. J'ai dit, il faut créer des conseillers militaires maliens. Il faut créer les jeunes. Il faut créer dans le dispositif malien des gens capables de défendre ce pays, parce que d'autres viendront au Mali, c'est parce qu'ils ont leurs intérêts. Hein. Et de façon globale, il faut qu'on le comprenne. C'est vrai que peut-être quelque part, les amitiés rapportent un peu plus, mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel est qu'on se rabatte sur nous-mêmes pour avoir nos propres forces et pouvoir s'imposer. Et voir qu'aujourd'hui, il faut diversifier nos partenariats. Donc, il faut que les autres pays de l'AES qui sont venus, il faut qu'ils contribuent, qu'ils aident le Mali à régler cette situation de ravitaillement de carburant. Une fois que c'est réglé, c'est un échec quelque part. Peut-être qu'ils vont commencer à geler les avoirs, c'est pourquoi ils demandent à leurs ressortissants de quitter. S'ils quittent le Mali, ils vont peut-être commencer à geler les biens du Mali, avant que le Mali, comme le Mali fait la réciprocité, avant que le Mali aussi ne gèle pour eux ici, ils demandent déjà à leurs étrangers de se retirer. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs fronts d'attaque. Et il ne faut pas que ces deux autres pays s'asseyent et regardent le Mali faire face à ces différentes zones, à ces différents fronts que le Mali subit aujourd'hui. Donc, toutes les mesures sont bonnes pour faire échouer aujourd'hui ceux qui sont en train de se battre pour le bien-être de nos populations. Merci. Ok, merci beaucoup. Burkina, Niger, au Mali, sans doute pour nous aider, docteur. Oui, évidemment, Burkina, Niger, Mali, on est dans une confédération sous-régionale, l'AES, ne l'oublions pas. Et une seule confédération. Une seule confédération sous-régionale. Chacun se rappelle, ce n'est pas une longue histoire, comment est-ce que le contexte dans lequel l'AES est né. La fameuse communication du Mali et de Burkina conjoint. Pour défendre le Niger. Pour défendre le Niger qui voulait être agressé par les Occidentaux. Donc, au regard de ça, et les Nigériens aussi ont compris que voilà, c'est au moment de la difficulté, de la grande difficulté qu'on reconnaît ses amis. Donc, étant dans ces regroupements, on chante la même chanson. Les difficultés du Mali sont les difficultés du Niger et réciproquement. Les difficultés du Niger sont aussi les difficultés du Burkina Faso. Nul n'est sans doute savoir que le Mali traverse un moment difficile de son existence. Et voilà, c'est des choses qui nous ont été imposées. Les Burkina et le Niger ne peuvent pas rester de marbre, puisque nous soufflons dans le même soufflet, et le chemin emprunté est le chemin qu'on a pris ensemble. S'il y a la difficulté au Mali, ils viennent obligatoires. C'est une obligation d'ailleurs, un devoir pour eux de venir nous aider. Moi, je place la visite des chefs d'état-major du Burkina et du Niger au Mali dans ce contexte-là. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas spécialiste en matière de sécurité, mais voilà les informations, ils les échangent. Ils apportent aussi des conseils, vice-versa. Et peut-être ils vont adopter une attitude commune vis-à-vis de cette agression-là. Et je sais qu'il y a des têtes bien faites parmi nos militaires, parmi nos autorités. Ils sauront vraiment tirer quelque chose de commun qui va être bénéfique pour nos populations. Ok, qui doit être bénéfique pour nos populations. L'émission tire vers sa fin. Nous ne pourrons mettre fin à la présente sans peut-être prendre votre avis sur une autre question. Parce que là, nous avons discuté des solutions au niveau national. Et nous avons parlé aussi, nous avons envisagé ce qui se passe peut-être au niveau sous-régional avec l'AES. Mais dans une dimension beaucoup plus internationale, nous avons aussi vu nos partenaires, notamment les RIS, qui ont dépêché une délégation de haut niveau ici. Et donc, les RIS peuvent aussi peser beaucoup plus dans ce qui se passe. Si nous avons, suivant certaines indiscrétions, nous savons que depuis 2023, la Russie, peut-être qui mène son opération spéciale en Ukraine, l'Ukraine a créé des ambassades tout autour du Mali. Et ils ont eu dorénavant une ambassade au Sénégal, une ambassade en Côte d'Ivoire, une ambassade en Mauritanie,
Et d'après les informations dont nous avions, hein, ça reste à confirmer, et il y a peut-être un avion ukrainien qui fait peut-être un aller-retour hein, vers chez M. Alassane Draman Ouattara. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et quand nous voyons les Russes venir proposer une solution en matière de carburant, nous ne savons pas si aussi ils vont proposer une solution dans le cadre de l'aide, c'est-à-dire comment acheminer le carburant à ce niveau. Les généraux Famouké Kamara et l'état-major font un bon travail, mais est-ce qu'il s'agit aussi de renforcer les dispositifs? Nous avons besoin de votre avis là-dessus quand même. Professeur Touré? Ouais, moi, je crois que la Russie doit comprendre aujourd'hui que, c'est-à-dire, il joue son va-tout au Mali en termes de puissance internationale. Parce que nous avons accepté d'aller avec lui pour faire face à un ordre mondial établi. Parce que aujourd'hui, les autorités pensent que le bien-être des populations doit primer. Et il faut aller vers le partenaire qui assure ce bien-être. Donc on est d'accord. La Russie aujourd'hui doit appuyer le Mali sans hésiter. Hein. Sans hésiter, parce que c'est aussi une opportunité que le Mali offre à la Russie de pouvoir avoir de nouveaux partenaires, d'aller vers d'autres exploitations des ressources minières à travers le monde, d'être une puissance véritablement établie, qui était à un moment réduit. Il faut que les gens comprennent ça. La Russie était réduite à ses frontières. Mais aujourd'hui, ouvrir le Mali pour la Russie, c'est une opportunité aussi que le Mali donne à la Russie. Donc, comme on le dit, c'est dans un partenariat gagnant-gagnant. Et la Russie, aujourd'hui, doit appuyer nos autorités. Je sais qu'ils le font, mais ils doivent comprendre que nous avons plusieurs ennemis face à nous. Et nous avons des ennemis souvent qui ont plusieurs couleurs, donc difficiles de cerner. Et je sais que la Russie est une puissance militaire, je sais que la Russie est une puissance économique. Peut-être que beaucoup ne savent pas que la Russie a 25% du pétrole mondial. Donc, ce que la Russie, elle seule, a comme extraction du pétrole mondial, ça dépasse pour beaucoup d'autres. Donc, ils peuvent établir vraiment un partenariat sûr avec le Mali, créer désormais un dispositif de ravitaillement du Mali en carburant différent de l'ancien système. Parce qu'il faut comprendre que cette crise-là, là où ça va jouer, pour faire ouvrir une petite parenthèse, là où ça va jouer contre ces Européens, c'est qu'ils sont en train de perdre un marché. Parce que désormais, le Mali va changer de système de ravitaillement en carburant pour ne plus dépendre de quelqu'un qui peut mettre le bâton dans nos. Donc, il faut que la Russie aide le Mali, les pays de l'AES, à réfléchir véritablement à une sortie de crise. Sinon, en termes d'engagement militaire, aujourd'hui, vraiment, on est très fiers de nos militaires. Et vu tout le travail qu'ils sont en train d'abattre, et sur tous les fronts où ils sont en train de faire des victoires. Donc, je crois que déjà à ce niveau, le Mali est en train d'assurer. Et aujourd'hui, il faut que la Russie parte au-delà du soutien militaire, que la Russie parte vers des opportunités économiques plus sûres qui rendront le Mali indépendant des pays tout autour de nous. Parce qu'aujourd'hui, des pays qui sont entre nous et la mer peuvent être utilisés par nos ennemis pour nous créer toujours une crise ici. Donc, créer, comme ça a été fait un moment, créer ce qu'ils appellent le pont aérien. Si je dois faire un petit retour à la Deuxième Guerre mondiale, quand Borne a été encerclée par les Occidentaux, quand la Russie elle-même avait créé un blocus autour de l'Allemagne, de Borne, les Occidentaux avaient fait déjouer cette crise par un pont aérien. Les Américains venaient ravitailler la population par la voie aérienne. Donc, il faut que la Russie, aujourd'hui, rentre carrément dans le dispositif à faire du Mali vraiment un pays indépendant en termes de ressources, en termes de coopération économique, où c'est le partenaire voulu par le Mali qui peut ravitailler le Mali. Et la Russie doit aider le Mali à ça. Parce qu'il y a déjà un engagement, il y a un honneur, il y a une patrie. Parce que autant que le Russe aujourd'hui, il aime sa patrie, le Malien aussi aime sa patrie. Il y a ce caractère commun aujourd'hui qui fait qu'on ne doit plus être seulement sur des seuls points de bénéfices économiques de part et d'autre. Aujourd'hui, on doit aller au-delà. Et la Russie doit aller plus vite. Parce que plus on attend,
que les crises s'imposent, mieux on expose le Mali et les pays de l'AES. Alors que tous ces pays aujourd'hui sont dans le dispositif à faire une véritable coopération avec la Russie. Et la Russie doit vraiment redoubler d'efforts pour faire des propositions sûres et certaines et puis rapides pour que le Mali, à chaque fois, ne se retrouve dans des situations de crise pour ensuite faire des propositions de solutions. C'est là où je demande à la Russie vraiment d'accélérer et d'appuyer vraiment le Mali pour qu'on puisse sortir de ces crises-là qu'on nous impose. Merci beaucoup. Doyen, un mot sur l'avenir de la délégation russe? Pas que l'avenir. Un mot sur la coopération Mali. D'une manière générale, la coopération des Russes. Ok. Mali-Russie. La coopération russe est caractérisée par la fidélité, par la sincérité. Oui. On n'a jamais pris la Russie en train d'abandonner, comme on le dit en plein vol, un pays qu'ils avaient soutenu. Le cas de la Syrie, c'était autre chose, parce que c'est l'armée même qui a fait défection. Ce qui a obligé un peu la Russie à battre en retraite. Sinon, la Russie n'a jamais laissé en plein vol un allié. C'est ça. C'est de là qu'elle tire sa crédibilité, contrairement à d'autres qui viennent et le jour où ça chauffe, ils vont faire des arrangements pour quitter le pays en vous laissant en plein marasme. La Russie n'a jamais fait ça. Et si dans nos relations, quelqu'un a eu tort, un pays a eu tort vis-à-vis de l'autre, c'est nous autres. Tu le rappelais hors antenne, que c'est nous qui avons un peu trahi la Russie. C'est ce qui explique qu'ils avaient tardé à venir nous aider. Mais aujourd'hui, nos luttes se rejoignent. Maintenant, il faudrait bien il y a un principe qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Aucun pays ne va aider un autre au risque de se désintégrer lui-même. Ça, un pays ne le fera pas. On ne demande pas l'impossible. Nous avons une possibilité, une coopération. La Russie aussi, ne l'oublions pas, est en opération spéciale, comme ils disent. Oui. Et ils sont attaqués de partout. 18 000 sanctions contre l'économie russe. Ils sont en train de tenir. Ils sont en train de tenir la guerre en Ukraine. Oui, d'ailleurs, ils ont encerclé des villes. Sur d'autres fronts, ils sont... Donc, eux aussi, ils ont leurs problèmes, ils sont préoccupés. Et donc, facilitons nous-mêmes la tâche. Moi, ce qu'il a dit, le ravitaillement par les airs, oui, c'est possible. Peut-être que ça va coûter un peu plus cher. Oui, ça dépend si nous demandent tout simplement de nous occuper de la partie maintenance des avions, ça ne va pas du tout nous coûter cher. Oui, mais si maintenant il s'agit ça va leur coûter quelque chose. Oui, si. À un moment donné où ils ont besoin de toutes leurs finances. Oui, mais c'est des avions aujourd'hui qui n'opèrent pas beaucoup en Russie. À ce niveau, moi, je suis obligé de vous dire que la Russie, c'est pas quand même, c'est pas n'importe quel pays. Et quand vous parlez de sanctions, c'est parce que les autres ont plus de pays qui adhèrent à leur cause que la Russie. C'est pourquoi on parle de sanctions. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, il n'y a aucune nation qui peut réussir une quelconque sanction contre la Russie. Elle est purement verbale. Mais la réalité sur le terrain, la Russie, c'est zéro cas. Ça, je vous dis. C'est le pays le plus vaste au monde. Aujourd'hui, c'est ce que je veux vous dire. Autant que les États-Unis, la Russie a la technologie de pointe. Et toutes les grandes sociétés du monde aujourd'hui sont des sociétés mixtes. Tout à fait. Vous allez voir qu'il y a des sociétés américaines où il y a des intérêts russes. Tout à fait. Il y a des sociétés russes où il y a des intérêts français. Donc, quelque part, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus la diplomatie qu'on est en train de jouer, qu'on est en train de renforcer, que de penser que la France peut sanctionner économiquement la Russie. Ce n'est pas possible. Je peux renforcer ce que vous avez dit. Vous terminez après, rapidement parce que c'est les doyens qui ont la parole. Ah, mon oncle, allez-y. J'ai dit. Oh, ok, allez-y. Il y a beaucoup d'opérations contre la Russie. Et ce n'est pas avec un claquement de doigts que la Russie écarte ses sanctions. Elle arrive à contrer ces sanctions qui sont réelles. Mais elle arrive à les contrer au-delà de ce que les Occidentaux ont pensé. Maintenant, j'ai dit simplement que notre coopération avec la Russie, on peut penser à ravitailler dans le court terme.
Mais dans le long terme, si la Russie peut nous aider à exploiter nos ressources, surtout en hydrocarbures, si c'est possible et s'il y en a, ce serait beaucoup plus bénéfique. Je suis d'accord avec toi. Moi, je vois Sur le long terme, il faut qu'on exploite. Ouais. Moi, je vois dans le même sens, j'aborde dans le même sens que le douanier. D'ailleurs, la visite de notre président, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta en Russie, et après Moscou, il s'est rendu dans l'autre ville de la Russie qui produit les armements, qui produit beaucoup de choses. Ils ont même parlé de, comment ça s'appelle, de la coopération dans l'essence des hydrocarbures dans beaucoup de domaines. Moi, je pense que le Mali ne doit pas attendre encore que la guerre là finisse parce que c'est une guerre qu'on a commencé. On ne sait pas quand est-ce que ça finit. Un des créneaux, c'est d'essayer, parce qu'il y a du pétrole ici, indéniablement, ça c'est vrai. On peut commencer, même si ce n'est pas de grosses quantités, à faire sortir du pétrole, à raffiner sur place et à comment ça s'appelle, consommer local. Parce qu'ils feront tout, hein, même si les opérateurs économiques du Mali quittent les ports ivoiriens, ils s'orientent vers la Guinée, ça sera le même son de cloche. Donc moi je disais que le problème était très bien posé. C'est-à-dire ce qui va à ton avantage là, il faut aller là-bas. Il faut multiplier les solutions. Multiplier les solutions. On a même eu à dire qu'il y avait une plante ici là avant les Fougères. Ouais, il y a une plante là qu'on transformait en gasoil. En essence. En gasoil, tout à fait, en biocarburant. Donc pourquoi ne pas développer tout ça? C'est des alternatives quand même. Voilà. Oui, si je peux un peu à ce niveau vous dire qu'en réalité, il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièges. C'est-à-dire cette plante-là qui se transforme, tu sais, c'est le Brésil qui est pionnier là-dedans. Mais c'est des alternatives pour compenser peut-être le niveau de consommation de carburant, mais ça n'amène nulle part. On a nos espaces, on a nos terres, on a nos richesses. Il faut aller vers le transfert des compétences. C'est là où j'interpelle un peu la Russie. Il faut qu'on accélère vers le transfert des compétences pour que le Mali puisse exporter ses ressources. On a des ressources si on arrive à les exporter. Je t'assure que par endroit, on n'aura même pas besoin d'utiliser les fusils pour arrêter la guerre. Et pour terminer, j'allais dire qu'on ne peut pas trouver des partenaires plus fiables que les Russes. Même quand on voit le dispositif comment ça s'appelle, social, ethnique et tout ça, là, racial en Europe, toutes ces autres races blanches-là ne sont pas comme la Russie. Et ils ont à peu près une éducation plus proche de celle des Africains. C'est des gens qui tiennent droit dans les bottes. Ils ne sont pas dans les histoires d'exploitation, d'expansionnisme. Non, ça, à ce niveau, il ne faut pas qu'on se lerne. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Oui, les États défendent leurs intérêts. Ça, c'est clair. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que les Russes, on les qualifie de ne jamais trahir, d'être corrects, mais ils sont là pour leurs intérêts. Tout à fait. Mais écoutez, même on prie pour l'intérêt d'aller au paradis. Sinon, on peut cesser de ne pas prier. Excusez-moi si les mots un peu forts. Tu peux oser aussi. Voilà. Donc, les Russes, de par l'histoire, il faut qu'on regarde un peu dans les rétroviseurs. C'est des gens qui ont été toujours bien. D'ailleurs, quel est le pays qui a aidé le Mali indépendant à sortir un peu de l'ornière? L'organisation des usines et tout ça, les premières usines au Mali, ce sont les Russes. Et c'est la Russie qui formait à peu près 80% de nos cas. Non, pas forcément les Russes, c'était les communistes. Il y a la Yougoslavie aussi. Merci beaucoup. Ça, c'était l'URSS. Merci beaucoup, c'était l'URSS. L'URSS, d'ailleurs, Frère Mali, c'était la Tchécoslovaquie, donc il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. L'URSS, il y avait aussi, il ne faut pas exclure l'Ukraine dedans. L'Ukraine, oui, en son temps. Voilà, il ne faut pas exclure voilà, Donc, mais c'est une autre réalité. Certes, les moteurs et le leadership de l'URSS à l'époque, c'était la Russie. C'est comme actuellement, quand vous parlez des pays de l'OTAN, ce sont les États-Unis. C'est comme quand on parle de la Yougoslavie, c'était la Serbie. Donc, quand on parle des BRICS, qu'on le veut ou pas, c'est les duos, ce sont les Chinois et les Russes. Bref, je pense que nous arrivons au terme de cette émission. Je pense que l'émission prochaine, nous aurons besoin peut-être de l'expertise des professeurs Touré, voir si nous parlons beaucoup plus des solutions avec les pays de l'Est, avec la Russie, mais est-ce dans le cadre d'une mobilisation beaucoup plus générale, mobiliser les volontaires maliens, et c'est là, ce n'est pas une solution beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, et ce n'est pas une solution aussi pérenne, une solution maison.
Je pense, si vous avez des mots à nous dire ça. Oui, à ce niveau-là, je crois que les autorités doivent vraiment réfléchir, hein, et doivent comprendre qu'un pays en guerre sur tous les fronts, il faut mettre tout le monde en contribution. Il faut mettre tout le monde en contribution. Okay. Aujourd'hui, il y a des gens, comme on l'a dit la dernière fois, si le Mali ne prend pas, ceux-ci vont prendre. Donc, il ne faut pas laisser le terrain trop libre. Hein. Il ne faut pas laisser le terrain. Et je crois que la mobilisation des volontaires peut vraiment être une solution alternative à pouvoir régler ce que nous avons dit en matière de communication. Parce que si moi, je suis mobilisé volontaire chez moi à défendre mon espace, je vais contribuer de façon pédagogique à faire venir aussi mes autres frères qui se sont égarés, qui se sont retrouvés de l'autre côté. Donc, l'utilisation des volontaires, comme vous le dites, est très bénéfique pour le pays. Hein. Ce n'est pas seulement en termes de combat, mais en termes de moralisation, en termes de sensibilisation, ils peuvent être très, 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 très bons dans le dispositif pour éviter que l'armée à tout bout de champ ne frappe avec les drones. Parce que, comme je l'ai dit quelque part, ce que nous sommes en train de tuer, c'est des jeunes Maliens. Hein. Quelque part, il faut le comprendre. Aujourd'hui, quand vous allez par exemple vers le nord, il y a des villages où ils n'ont plus de jeunes. Hein. Il y a des villages où il n'y a plus de jeunes parce que quand tu te mets dans ce dispositif, tu t'exposes à une élimination physique. Et lorsque la paix va revenir, qui va travailler chez toi? Il faut que les gens comprennent. C'est pourquoi je dis que la mobilisation des volontaires peut aller au simple délai de combat, comme on peut l'imaginer. Donc, il y a tout un processus qui peut être enclenché dans ce recrutement volontaire pour aider l'État à calmer souvent les armes sans aller forcément vers l'utilisation des armes. Parce que, quelque part, tu as une arme, j'ai une arme. La seule chose qui va prévaloir entre nous, c'est le dialogue. Parce que soit tu me tues ou je te tue, ou si tu me tues, tu sais qu'il y a quelqu'un derrière moi aussi qui va rebondir. Donc, on finira par voir la nécessité de ne plus utiliser les armes, de se parler et d'amener la paix chez nous. Et ça, on ne peut l'avoir que lorsqu'on utilise les compétences au niveau local. Ces communautés, ces volontaires, ces jeunes, ces femmes qui veulent s'engager pour la défense de leur patrie, de leur communauté, il faut les utiliser. Ok, merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour apporter un plus à ce que vous venez de dire, nous avons vu par endroits les terreaux essayer de discuter avec certains chasseurs, les suppliants d'arrêter peut-être parce que voilà, chacun avait une arme, donc ils voulaient trouver une formule de cohabitation. Ceci étant, nous arrivons au terme de cette émission. Docteur, votre mot de la fin? C'est d'imposer la paix. Le Mali est à mesure, à la lumière de tout ce que nous venons de dire, le Mali est à mesure d'imposer la paix. Par les armes ou bien par le dialogue? Les deux côtés. Ce que le professeur Touré vient de dire, ça illustre tout. Ok, merci. Voilà. Doyen, votre mot de la fin? Moi, j'insiste surtout sur le fait qu'il ne faut pas paniquer. Je l'ai dit la dernière fois. Ce qui peut nous arriver comme malheur, c'est la panique. Okay. Il faut garder l'esprit froid. Ensuite, c'est le lieu de le dire maintenant. Il ne faut pas faire des soutiens en dents de scie. Un coup, on soutient aujourd'hui les autorités de la transition. Demain, parce qu'il y a une difficulté, on tire à boulet rouge sur eux. Ce n'est pas ça le soutien. Le soutien doit être constant, effectif et constant. Et ce constat-là, ça veut dire même en cas de difficulté qui va surgir, on prête toujours la confiance aux autorités. Et qu'on n'a pas le choix. C'est la seule voie qui nous reste. Ou on gagne, ou il n'y a plus de Mali. Ok. Professeur Touré, votre mot de la fin? Ok. Bon, je rejoins les autres pour prier pour que la paix puisse revenir au Mali et que tous les fils de ce pays qui se sont engagés sur des voies égarées puissent revenir à des meilleurs sentiments avant que des sanctions aussi dures ou encore fatales ne puissent tomber sur eux. Parce qu'aujourd'hui, notre souhait, c'est de récupérer nos jeunes et de les utiliser beaucoup plus pour le développement du pays. Et encore au Mali, de continuer vraiment à développer le partenariat gagnant-gagnant, avoir d'autres possibilités d'investissement dans le pays, avoir le transfert des compétences pour qu'on puisse exploiter nos ressources, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une crise de pétrole, alors que nous-mêmes, on peut extraire du pétrole. Donc, il faut aller vite vers ces compétences, vers les transferts de compétences et de technologies pour que le Mali puisse exporter ses ressources et qu'on puisse être vraiment dans les meilleures conditions de vie.
Merci. Merci à vous, toi, d'avoir été là avec nous. Merci pour toutes vos analyses et merci. Vous avez été nombreux à nous suivre depuis le début de cette émission. Et nous savons qu'il y a d'autres qui viendront continuer de suivre encore l'émission qui reste en ligne sur nos deux pages, African TV et puis Gandhi Malien TV. Ceci étant, nous vous remercions. Nous retenons que nos invités, nos experts ont conseillé que le Mali peut arriver à la paix et nous devons imposer cette paix. Et les autorités savent par quels moyens nous allons parvenir à cette paix. Et à cette paix, et ceci étant, le professeur Touré l'a dit, nous devons mettre en place des mécanismes, non seulement pour libérer définitivement notre pays, mais surtout pour asseoir les bases du développement. Et le conseil du sage, le doyen l'a dit, n'est jamais paniquer. Nous vous remercions et restez branchés sur Gandhi Malien TV. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais d'ici là, d'autres programmes vont suivre. Merci.